ce soit une aide aux soins de santé ou une aide alimentaire, n'est pas responsable de la prolongation des conflits. Et ça, c'est une question qui est très importante et très cruciale, parce que, évidemment, selon comment on pose cette question, on remet en cause les fondements mêmes du droit humanitaire, qui est effectivement de mettre des limites à la guerre, et ces limites à la guerre consistent à autoriser la guerre au niveau du droit international dans la mesure où celle-ci est menée en respect d'un certain nombre de principes vitaux, et ne pas mener une guerre au détriment ou au mépris de ces principes vitaux, qui sont l'accès aux soins de toutes les victimes qui en ont besoin, même si elles sont notre ennemi, qui sont par exemple de ne pas avoir le droit de mener la guerre par provoquer la famine de la population civile, par exemple, ou par mener la guerre en empêchant les services humanitaires de pouvoir accéder à la population qui en a besoin. Évidemment, mener la guerre au mépris de ces principes de base a été reconnu par la communauté internationale comme inadéquate, dans la mesure où, même si une bataille peut être gagnée plus rapidement en ne respectant pas les principes de base du droit humanitaire, cette bataille ou cette guerre gagnée ne l'est que sur le court terme et ne fait que provoquer des haines plus grandes qui amèneront encore à plus de combats et à plus de souffrances. Et la base du droit international humanitaire est de promouvoir justement des combats, des conflits qui mesurent et qui respectent la dignité humaine dans son ensemble, afin de permettre justement une paix à la fin du conflit qui soit durable et qui soit solide. Donc cette question, effectivement, de l'humanitaire qui prolonge ou ne prolonge pas le conflit, est-ce légitime ou pas légitime, est une question cruciale. Je crois que la réponse est déjà donnée au sein du cadre juridique même du DIH, qui a été signé par tous les États du monde. Et le remettre en cause est effectivement quelque chose d'assez grave, puisqu'il irait à l'encontre du cadre juridique, mais aussi des principes qui sous-tendent ce cadre juridique, qui est de pouvoir permettre une véritable paix à la fin des conflits. Donc j'espère avoir répondu à ces premières attentes. Je me souviens aussi d'une série de questions qui étaient adressées plus en lien avec la présentation de ma collègue Patience. Et je vais donc lui laisser la parole pour pouvoir vous donner quelques éclaircissements plus techniques. Pour éviter tout déplacement dû à des conflits ou catastrophes naturelles ou autres faits nouveaux. Et il s'agit de parler des personnes déplacées internes qui doivent avoir accès à leur propre gouvernement. Il y a une telle obligation dans les États membres pour les autres acteurs non étatiques envers leurs ressortissants. Cette convention traite tous les cas de déplacement interne dans tous les États ayant ratifié la convention. Concernant slide where le Nigeria et la signature sur les sous-munitions à l'heure actuelle, la commission DHI au Nigeria réfléchit sur ces sous-missions dans le cadre de discussions en 2017. Pour le DHI, les États membres doivent fixer leurs priorités pour l'année. Ils sont encouragés à dresser une liste de 10 points et avoir des traités clés. Cela varie d'un État à l'autre en fonction du contexte. Par exemple, pour les forces armées, ce traité est clé concernant la protection des propriétés culturelles. Donc cela varie d'un État à l'autre de décider là où des mesures supplémentaires seront prises pour ratifier et mettre en œuvre le traité. Concernant le cas d'un État signataire, il a des obligations, même si
le traité a été ratifié ou non. Dans ce cas, le Nigeria, à l'heure actuelle, doit signer la Convention sur les sous-munitions. Une question a été posée concernant la Cour de justice internationale et le DHI peut expliquer ceci. Notre intérêt porte sur le statut de Rome portant établissement de cette Cour de justice est prise en compte par la Convention de Genève et les violations dues les crimes de guerre et crimes contre l'humanité ou agressions sont prises en compte. Je crois que c'était là les questions posées concernant ma communication sur le rapport relatif au DHI. Merci. Jean-François a la parole. Merci, Éloi. Je serai très bref. Je voulais simplement souligner un point soulevé pendant votre intervention et qui concerne les soins de santé en DG, tout particulièrement concernant le rôle des forces armées. C'est vrai et c'est l'un des aspects de ce projet. Toutefois, je voulais également préciser que ce problème de soins de santé en danger ne se limite pas aux zones en conflit. C'est une problématique plus vaste. Quelqu'un a parlé de la crise Ebola. Nous avons pu également, dans ce contexte de crise Ebola, des cas de violence contre les agents de santé, ce qui était au détriment des personnes malades. N'oubliez pas le fait que si cette problématique est plus vaste, elle ne se limite pas seulement aux zones en conflit. Je voulais également réagir certains députés qui ont parlé de la question de la précision de l'intégration dans la législation nigérienne. Je crois qu'on ne peut je crois que ne pas porter secours à une personne blessée serait ne pas intervenir et ne pas porter secours à une personne en danger. Et vous avez parlé de cet aspect concernant un cas au Nigeria. C'est un aspect important. Cela aidera tous les États pour éviter tout malentendu ou ambiguïté concernant l'intégration dans les lois nationales. C'est utile de dire que toutes les forces armées doivent porter assistance à toute personne blessée. Merci. Une dernière fois, je pense, parce qu'il y a une série de questions qui étaient liées entre elles, même si elles ne parlaient pas exactement de la même chose, et qui venaient de ma gauche, un peu plus haut, et notamment qui formulaient la question de savoir comment le CICR réagissait dans la mesure où on ne lui donnait pas l'accès nécessaire à mettre en œuvre sa tâche, et notamment par rapport à l'accès aux détenus. Alors c'est une question qui est importante parce que effectivement le processus de négociation qui amène le CICR à pouvoir agir au profit des victimes, que ce soit en ayant accès aux détenus, mais que ce soit en ayant accès aux populations civiles dans des zones de combat. Ce processus se fait évidemment en obtenant l'accord de toutes les parties au conflit, et notamment en obtenant l'accord des autorités en charge quand il s'agit d'autorités qui détiennent des prisonniers. Donc d'avoir au préalable obtenu l'accord de ces autorités pour pouvoir en fait exercer les visites aux détenus, par exemple. Et c'est donc un principe de base du travail du CICR que de pouvoir obtenir en fait l'accord des autorités, l'accord des parties au conflit pour pouvoir accéder aux victimes, pour pouvoir bouger physiquement d'un point A à un point B. Les choses ne se font jamais, dans notre cas, contre la vie ou contre le désir ni des gouvernements, ni des autres parties au conflit comme les groupes armés qui peuvent être des groupes non étatiques. C'est justement grâce à la position neutre et indépendante du CICR que l'action humanitaire peut être acceptée par tous et donc que nous pouvons avoir accès. Maintenant, il est
Il est des cas où cet accès n'est pas donné, où il faut négocier pendant plus longtemps. Et dans ces situations, évidemment, le CICR redouble ses efforts pour obtenir l'accès demandé. Mais il est des situations, des lieux et des gouvernements, des régimes avec qui il est beaucoup plus difficile d'obtenir cet accès qu'avec d'autres. Mais ça n'empêche pas le CICR de continuer à exercer tous les efforts possibles pour pouvoir y arriver. Mais c'est vrai que dans tous les cas, l'accès n'est pas nécessairement garanti. Donc je pense qu'en répondant à ces questions, nous avons fait le tour des réponses demandées, à moins que certains d'entre vous me signalent que j'ai oublié ou que nous avons oublié collectivement une question importante. Je pense que nous avons fait le tour